Conscient a évoqué, enfin cité Goethe, a évoqué cette question de savoir si on fabrique le langage ou si le langage nous fabrique. On va voir qu'on va trouver des échos dans la conférence. Je l'indique tout de suite, le plan que je vais proposer est un plan indicatif parce que nous n'aurons pas la possibilité en 1h30, moins le quart d'heure dévolu aux échanges avec vous, avec l'audience, n'ont pas la possibilité d'aller au bout de ce plan qui est un plan idéal, mais qui me permet de tracer les grandes lignes de ce que serait un traitement non pas exhaustif du sujet, mais un traitement qui aurait peut-être l'amplitude désirable pour traiter ce sujet. Donc, considérez, quand je vais projeter le plan, que nous allons faire la première partie, entamer la deuxième partie, mais à un moment, je m'arrêterai pour pouvoir avoir des échanges avec vous. Alors, petite introduction au sujet du langage. Si on voulait, non pas simplifier les choses, mais dire les choses simplement, le langage, c'est essentiellement deux choses. D'abord, c'est une faculté. On a ça dans des phrases du type « une personne est douée de langage » ou « tel ou tel être est doué de langage ». Donc, c'est une faculté de communiquer, d'exprimer ses pensées, de les transmettre, de les véhiculer, d'exprimer ses émotions, ses états d'âme, ses contenus de conscience. Faculté qui utilise un système de signes ou de symboles. Ça, c'est la première chose. Le pendant, le corollaire, c'est que le langage n'est pas simplement une faculté qui utilise un système de signes, mais c'est, quand on considère ce système de signes, je dirais en soi, pour lui-même, c'est un système de symboles ou de signes, notamment de symboles conventionnels, qui constituent un code, si vous voulez, on va revenir peut-être dessus si j'aurai le temps pendant la conférence, qui donne lieu à une variété très importante. Je vais y revenir tout de suite. Et puis, si on voulait ajouter peut-être un troisième élément, je dirais, de définition préalable du langage, le langage, c'est aussi la réalisation de cette faculté que nous avons de communiquer, de véhiculer nos pensées, etc., comme dans les phrases du type « il m'a tenu ce langage ». Donc, c'est l'ensemble des énoncés ou, si vous voulez, des performances, on parle comme ça, qui sont liées à notre faculté de communiquer. Donc on va partir de cette idée que le langage c'est à la fois une faculté et un système de signes ou de symboles. Alors évidemment, le langage est multifacette, il est polymorphe. Il existe de très nombreux langages. Il y a le langage mathématique, il y a le langage informatique, le langage chiffré, le langage de la programmation. Il y a le langage symbolique qui est extrêmement divers, qui varie selon les cultures, selon les civilisations, à travers l'histoire. Il y a le langage paraverbal ou non-verbal. Il y a le langage gestuel. Ça peut même être un art, le mime ou la pantomime. Il y a le langage vestimentaire. Vous savez, c'est Proust qui dit à un moment dans La recherche du temps perdu, je crois que c'est dans Sodome, où il parle du muet langage des robes. C'est une femme qui interroge Monsieur de Charlus, parce qu'elle veut savoir ce que la princesse, je crois que c'est la princesse de Cadignan, a porté. Parce que peut-être qu'une toilette ou la façon dont on s'habille dit beaucoup de nous-mêmes, de notre humeur, de la relation ou des relations qu'on entretient avec quelqu'un, de ce qu'on veut signifier, voilà. Donc il existe bien sûr aussi un langage vestimentaire. Ça résonne énormément. Ah, ça résonne énormément, pardon. Donc il existe une multiplicité de langages. Moi, ce que je propose, étant donné le caractère très vaste, très ample du sujet, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on appelle le langage naturel. Langage naturel, c'est ce qu'on appelle la langue, tout simplement. C'est l'incarnation particulière du langage au sein d'une communauté humaine. Donc la langue ou son substitut, c'est-à-dire le langage des signes. Alors, et on va se concentrer sur le langage naturel, donc le langage humain parlé ou son substitut, le langage des signes. Je laisse de côté le langage animal, c'est une vaste question. Souvent, on oppose le langage humain et le langage animal. On dit que le langage humain, il est fait de symboles conventionnels qui donnent les langues, qui varient selon les cultures, les temps et les lieux. Et de l'autre côté, on parle du langage animal comme étant constitué non pas de symboles, mais de signaux. Et on dit que le langage humain est conventionnel, alors que le langage animal est plutôt instinctif et uniforme selon les espèces. C'est-à-dire, si vous prenez une fourmi en Afrique, dans un pays, vous prenez une autre fourmi dans un autre pays d'Afrique,
elle va fonctionner de la même façon, elle va envoyer des signaux qui sont, si vous voulez, identiques ou uniformes, alors que les langues sont très variables d'une contrée à une autre. Donc on va se concentrer sur le langage. Alors évidemment, ça c'est une caricature, hein. On s'est rendu compte que le langage animal, il est fait de variations, de régionalisme, notamment à travers la vocalisation des oiseaux. Hein, il y a des particularismes. Mais je laisse cette question de côté. Nous, on se concentre sur le langage humain, et notamment sur la langue, ou son substitut, le langage des signes. Voilà pour ce qui est du langage. Alors, la question de la domination. Ça peut paraître un peu paradoxal, je vais y revenir tout à l'heure, parce que dominer, qu'est-ce que c'est? C'est contrôler, maîtriser, exercer, quand on regarde les dictionnaires un petit peu anciens, exercer une puissance souveraine sur quelqu'un ou quelque chose. Consenti ou non consenti d'ailleurs. Hein. Ça veut dire aussi dominer, prévaloir, être prépondérant. Comme quand dans un tableau il y a une couleur qui domine, c'est qu'elle est prévalente, elle est prépondérante. Hein. Et dominer, donc, c'est contrôler, maîtriser, y compris soi-même, quand on dit de quelqu'un que c'est une personne qui sait se dominer. Alors, évidemment, le sujet peut paraître étrange. Sommes-nous dominés par le langage? La raison d'être, en un mot, du sujet, c'est très simple, c'est qu'on a l'habitude de considérer que le langage, c'est un outil qui est à notre portée, que nous utilisons, qui est un instrument, si vous voulez, de communication de pensée. On va le voir, d'instruments de pouvoir aussi, à travers la communication, la propagande, etc., les éléments de langage, bien sûr. Mais quand on examine concrètement les choses, on voit que l'être humain, il dépend totalement du langage, ou presque totalement, pour penser, réfléchir, s'analyser, traduire ses pensées, organiser ses lois, ses codes, etc. Et donc cet état de dépendance de l'être humain par rapport au langage nous fait nous poser la question de savoir s'il n'est pas, contrairement à ce qu'il croit quand il pense qu'il domine le langage, s'il n'est pas lui-même dominé par le langage. Un premier paradoxe du sujet, c'est que, évidemment, le langage, quand on pense à la langue, notamment à la langue parlée, pas simplement à la langue écrite, le langage, c'est quelque chose d'extrêmement ténu. Quand le langage est prononcé, qu'il est proféré, c'est quelque chose à la fois ténu, puis quelque chose d'intangible, d'incorporel. Je ne dis pas immatériel, évidemment, parce que le langage, ce sont toujours soit des choses écrites, soit des choses gestuelles, soit, des vibrations sonores. Donc il n'est pas immatériel. Mais il n'est pas forcément corporel. Le langage parlé, il est ténu, il est d'une certaine façon un peu évanescent. Comment quelque chose d'aussi ténu pourrait-il avoir un pouvoir sur nous, et à plus forte raison un pouvoir de coercition, de contrôle, de maîtrise ou de domination? Alors ce paradoxe cesse tout de suite quand on examine les relations entre le langage et le pouvoir. D'abord, je vous l'ai dit, d'une part, le langage est un pouvoir de communiquer, de transmettre, de véhiculer ses pensées. Deuxièmement, nous savons que le langage permet d'exercer un pouvoir sur quelqu'un, on va y revenir, permet de séduire quelqu'un, permet, de conquérir l'assentiment de quelqu'un, l'adhésion de quelqu'un. C'est le thème de l'art oratoire, de l'éloquence. Et puis, troisième élément qui nous fait dire que le langage est essentiellement lié au pouvoir, c'est que le pouvoir ne peut s'exercer, pouvoir social, politique, économique aussi, ne peut s'exercer qu'à travers un langage. Le pouvoir, pour se faire obéir, il faut qu'il énonce des lois, des codes, des règles et des interdits. Or, il n'y a d'interdit que si l'on peut dire ce qui est interdit, si vous voulez. Donc un diktat, un décret, une consigne, une règle, une prescription, une directive suppose le langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le langage n'est pas simplement l'instrument, l'outil du pouvoir, il est le médium du pouvoir. Autrement dit, je reformule les choses autrement, le pouvoir s'exerce par le langage et à travers le langage. Hein? Alors on le voit, si vous voulez, même dans les religions. Si vous regardez la Bible, la Genèse chapitre 2, quand Yahvé fait défiler les animaux et les oiseaux devant l'homme, l'être humain, c'est lui qui nomme les animaux et les oiseaux. Ce qui, dans cette pensée de l'Ancien Testament ou de la Torah, veut dire signifie la prééminence de l'être humain sur toutes les autres créatures. C'est lui qui leur donne leur nom. On le voit aussi un peu plus loin, vous savez, dans la légende de Babel. Vous savez, c'est après le déluge, c'est dans la plaine de Shinar, quand les hommes veulent se faire un nom et veulent construire une tour qui va jusqu'à toucher le ciel. Dieu en prend ombrage, peut châtier leur orgueil.
Et il se parle à lui-même, d'ailleurs, dans la Bible. Il dit « Descendons et confondons leur langage ». Et donc, les frappe de cette malédiction de parler différentes langues, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus s'entendre, ils ne finissent pas la tour de Babel. Et d'ailleurs, le nom Babel est proche de l'hébreu qui veut dire « brouillé ». Donc on le voit, le langage est lié au pouvoir et même le médium du pouvoir. Et puis, le sujet est aussi étonnant parce que forcément le langage, ou l'homme, ou sommes-nous dominés par le langage, c'est l'idée que peut-être le langage existe en lui-même indépendamment de nous qui le parlons, que c'est un sujet autonome, que l'être humain y croit parler le langage ou l'utiliser, mais que c'est le langage presque d'une certaine façon qui le contraint, le domine, voire même, pour reprendre une expression célèbre d'un philosophe, nous sommes parlés par le langage, plus que nous le parlons. Alors, le plan idéal, qui ne sera pas tenu, c'est celui-ci. Donc, dans la première partie, le langage, je dirais la première partie, peut-être la chose la plus évidente, le langage comme instrument de pouvoir, de domination. Dans la deuxième partie, que nous aurons l'occasion sans doute d'entamer, c'est le langage qui nous domine, ce n'est pas nous qui dominons le langage, mais c'est le langage qui nous domine. Et dans une troisième partie, que nous n'aurons certainement pas le temps de faire, j'avais prévu une ouverture pour dire que nous sommes aussi sauvés par le langage. Le langage n'est pas qu'un rapport de pouvoir, de contrainte, d'ordre, de maîtrise, de coercition. Il est aussi une planche de salut pour l'être humain, une recherche du beau, du vrai, une quête de vérité, voilà. Alors, je commence par la première partie. Vous avez l'ancien prof qui fait des sous-parties. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Vous avez un petit A, l'art de persuader, de séduire. Un petit B, l'art d'induire des pensées et des actes. Et un petit C, l'idéologie dominante et son langage. Donc ça, c'est vraiment cette première partie qu'on va traiter ensemble. Le langage comme instrument de domination. Sommes-nous dominés par le langage ? En tout cas, si domination il y a, sociale, politique, elle se fait par le langage. On va voir les choses ensemble. Alors, je commence par cette première sous-partie, l'art de persuader et de séduire. Alors, petit rappel de la différence entre persuader et convaincre. Résumé, hein. La conviction, convaincre quelqu'un, c'est d'abord s'adresser à une personne à travers des arguments, à travers une logique, à travers un argumentaire, pour gagner son assentiment, son adhésion, à travers une conviction qui est gagnée rationnellement. Persuader, c'est autre chose. Si vous êtes quelqu'un de persuasif, ça ne veut pas dire que vous êtes convaincant. Mais ça veut dire que vous savez jouer sur les émotions, les affects, les attentes, que vous savez utiliser une façon de parler, de vous mouvoir, un ensemble de langage, un langage verbal ou paraverbal, qui vous rend une personne qui exerce un pouvoir de persuasion sur les autres. Bien, c'est de la persuasion que je vais parler parce que je ne peux pas dire que nous soyons dominés par la conviction. Si quelqu'un vous convainc, il ne vous domine pas. Votre adhésion, votre assentiment est donné parce que vous êtes gagné au raisonnement qu'on vous expose. Donc il n'y a pas de domination par la conviction. Si vous êtes une personne convaincue par des arguments rationnels, on ne peut pas dire que vous êtes dominé par la personne qui s'est adressée à vous comme un être de raison, qui a essayé de vous convaincre, qui a déployé un argumentaire, qui a peut-être défait certaines de vos objections. Vous n'êtes pas quelqu'un de dominé. En revanche, si vous êtes sous l'emprise d'une certaine séduction, d'une persuasion, d'un envoûtement, d'une façon d'utiliser une cajolante, enjôleuse, d'utiliser le langage, là, on peut dire qu'il peut y avoir un effet de suggestion, un effet plus ou moins hypnotique, qui peut être considéré comme étant du ressort d'une forme de relation, peut-être de domination. Alors, il y a un courant célèbre parmi les orateurs de l'Antiquité, qui étaient les sophistes, qui ont été pris en grippe par les philosophes, notamment par Socrate et Platon. Si on regarde un peu les choses de façon, comment dirais-je, avec plus de recul, quand on lit une personne qui nous a quittés il y a quelques années, qui était Jacqueline de Romilly, les sophistes ne sont peut-être pas réductibles à je ne veux pas dire la caricature, mais la présentation que nous en fait Platon dans ses dialogues, voilà, c'est un point sur lequel je ne peux pas m'étendre, mais en tout cas, ils ont été beaucoup décriés. Pourquoi ? Parce qu'ils défendaient une forme de relativité, de relativisme. Tout se défend.
Tout est une question de persuasion, capacité aussi argumentative, mais tout est une question de persuasion, de rapport de pouvoir, et notamment dans la conquête du pouvoir politique. Et c'était des professeurs d'éloquence, de rhétorique, qui vendaient cher leurs enseignements pour donner un pouvoir de conviction, s'adresser à la foule, gagner des magistratures, exercer le pouvoir, notamment dans la société athénienne. Alors, j'en ai donné 2 célèbres. Je vais me pencher peut-être sur le plus célèbre d'entre eux, d'abord parce qu'il a donné son nom à un dialogue de Platon, c'est Gorgias de Léontium, qui a écrit un célèbre ouvrage dont il nous est resté une partie, qui s'appelle l'Éloge d'Hélène. Il s'agit d'Hélène de Troie. Et pour comprendre, si vous voulez, la perspective de Gorgias, je vais être obligé de vous raconter, de revenir, de raconter ou de vous rafraîchir la mémoire sur la personne d'Hélène. Comme ça, à vue de nez, est-ce que vous voyez de qui je parle? Levez la main pour me donner une indication. Hélène de Troie. Ceux qui ne voient pas du tout, qui était Hélène? Voilà, il y a des personnes honnêtes qui voilà. Alors, je suis obligé de faire un rappel. Qui était Hélène? Hélène était la fille de Zeus et de Léda, qui était une mortelle. Zeus l'avait séduite en se changeant en cygne. Elle était réputée la plus belle femme du monde. Et elle avait été l'objet, évidemment, des convoitises de beaucoup de chefs de la Grèce. Et un personnage qui s'appelle Pindare avait eu une très bonne idée, c'est de faire en sorte que Hélène allait faire son choix parmi tous les prétendants, qui étaient tous des beaux partis. Et une fois qu'elle aurait fait son choix, tous les prétendants qui n'auraient pas été choisis, y compris la personne qui a été choisie, puisque le serment est préalable au choix, comment dirais-je, étaient d'accord pour faire alliance et pour prêter assistance, comment dirais-je, au mari d'Hélène, si jamais un jour elle était enlevée. Ça veut dire que du coup, ça dissuadait les autres de vouloir la ravir, si vous voulez. Donc ils font ce serment, et elle choisit Ménélas, qui est le roi de Mycène. Alors je ne rentre pas dans les détails de l'histoire de la Grèce, mais les royautés mycéniennes ont été très importantes avant l'émergence des cités, au IXe et VIIIe siècle. Et on a un écho de ça dans la légende d'Hélène. Donc elle choisit Ménélas comme mari. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a 3 déesses qui se battent pour être chacune la plus belle. Alors là aussi, je résume les choses. Il y a eu des noces qui ont été organisées avec les dieux de l'Olympe, les noces de Thétis et de Pélée, qui sont 2 personnages de la mythologie. Il y a une déesse qu'on n'invite pas. Vous savez, c'est comme dans les repas de famille, il y a peut-être, je ne sais pas. Qui est la déesse Eris, la déesse de la discorde. On comprend pourquoi on ne l'invite pas. Mais le fait qu'elle ne soit pas invitée ne va pas résoudre les choses, parce qu'elle prend une pomme d'or sur laquelle elle marque « pour la plus belle ». Callistae. Enfin, Callista, si on ne prononce pas le iota souscrit, elle lance la pomme d'or. Et évidemment, il y a 3 déesses qui se présentent. Ils disent, ouais, c'est pour moi. Il y a Héra, la femme de Zeus, il y a Athéna, et puis il y a Aphrodite. Aphrodite elle-même qui était née de l'écume de, comment dirais-je, de Chronos. Aphros, en grec, c'est l'écume. Et elles choisissent un juge qui est Paris, qui est un prince troyen. Va y venir le problème. Et Héra, elle promet ce qu'elle sait faire de mieux, des empires. Athéna, elle promet, c'est une déesse guerrière. Hein. On croit souvent que le dieu de la guerre est masculin en Grèce, pas du tout. Hein. Oui, il y a Mars, si on veut, il y a Arès, mais la grande déesse de la guerre, c'est Athéna, qui est la déesse de la stratégie militaire. La déesse, on dirait, la guerre n'est pas masculine, hein, uniquement dans le domaine des Grecs. Athéna promet la victoire dans les batailles, et Aphrodite, c'est la plus maligne. Elle promet la plus belle femme du monde. Paris désigne Aphrodite, et Aphrodite, alors il y a 2 versions du mythe qui sont importantes pour nous. Dans une version du mythe, Aphrodite lui donne le pouvoir de séduction par le langage, pour séduire Hélène, et qu'il l'emporte avec lui. Il y a une 2e version du mythe, on va voir que ça va être important pour nous, qui est qu'elle permet à Paris de l'enlever, de la ravir. C'est un enlèvement, un rapt. Quoi qu'il en soit, il l'enlève, et c'est le début de la guerre de Troie, parce qu'une fois qu'il l'a enlevé, qu'il l'a ramené à Troie, les princes de la Grèce se coalisent pour aller faire la guerre à Troie. Alors,
Gorgias de Léontium, parce qu'il était né à Léontinoi, qui est la province de Corinthe, en Sicile. Gorgias de Léontium écrit donc cet éloge d'Hélène et se pose la question suivante. Est-ce qu'Hélène, si elle a été séduite par le langage, est responsable de la guerre de Troie? Parce qu'elle a quand même quitté son mari, et il y a eu beaucoup de morts à la guerre de Troie. Ça a duré 10 ans. Donc la responsabilité peut être très grande. Gorgias plaide non coupable. Commence par dire la chose suivante, dans l'extrait que j'ai choisi. Le discours est un tyran très puissant. Et regardez bien le paradoxe de cette citation. Le discours est un tyran très puissant, cet élément matériel d'une extrême petitesse et totalement invisible, porte à leur plénitude les œuvres divines, car la parole peut faire cesser la peur, dissiper le chagrin, exciter la joie, accroître la pitié. Donc Gorgias nous dit, le langage, en tout cas le langage parlé, sa performance, la langue, donne un pouvoir d'envoûtement, un pouvoir de séduction, un pouvoir enjôleur, un pouvoir qui peut apaiser. Quand vous êtes stressé, inquiet, la parole d'un ami, d'un confident, d'une confidente, d'un parent, les espoirs qu'on met en vous, la façon dont on vous encourage, ça peut évidemment vous apporter un grand réconfort. Et puis une parole peut blesser, peut causer des blessures narcissiques qu'on porte avec soi toute la vie. Donc la parole, c'est un tyran, et remarquez bien ce paradoxe, elle est d'autant plus tyrannique que, comment dirais-je, elle est insidieuse. Elle s'insère dans les âmes. Elle ne frappe pas les corps, mais elle gagne les âmes. Autre extrait que je vous ai sélectionné, qui est, alors là, il est un peu stupéfiant. Je vous demande de... je vais être obligé de relancer la caméra aussi, je le dis, parce qu'elle se coupe toutes les 30 minutes. Donc il y aura l'occasion d'un jeu de scène. Je bouge. Voilà. Ah, il nous dit quelque chose, quand même, qui n'est politiquement très incorrect, qui peut-être va être considéré comme inaudible par certains, par certaines. Alors ce n'est pas ma thèse, je ne la présente pas pour moi. Je la présente parce que Gorgias est un grand orateur de l'Antiquité et qu'il a porté à son comble l'idée que le langage est une puissance de domination, un pouvoir sur les autres, donc je ne m'en réclame pas. Précise. Il dit la chose suivante. Dès lors, quelle raison empêche qu'Hélène aussi soit tombée sous le charme d'un hymne, c'est-à-dire d'un discours poétique, lyrique, etc., idyllique, à cet âge où elle quittait la jeunesse? Il est malin parce qu'il dit elle était encore naïve finalement, à son âge. Alors prêtez bien attention. Ce serait comme si elle avait été enlevée et violentée. Car le discours persuasif a contraint l'âme qui l'a persuadée tant à croire au discours qu'à acquiescer aux actes qu'elle a commis. Débrouillez-vous, je relance la caméra. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on prend vraiment au pied de la lettre? C'est pour ça que je dis que ce sera peut-être inaudible pour certains, pour certaines. Il nous dit, finalement, la force, la puissance du langage, du discours, de sa persuasion, fait une violence à l'âme qui est analogue à la violence physique qu'on peut faire sur le corps. Donc s'il l'a persuadé de le suivre, c'est comme s'il l'avait enlevé, sous-entendu violenté. Il le dit. Alors on est face à un paradoxe, parce qu'il nous dit finalement la violence morale exercée par le discours est analogue à la violence physique subie par le corps. Oui, mais d'accord, mais il sait très bien, Gorgias, qu'elle a consenti, puisqu'elle l'a suivi, dans cette version qu'il choisit du mythe. Donc si on suit Gorgias jusqu'au bout, c'est pour ça que je prends des précautions pour dire attention, c'est une idée que j'expose et que je livre à votre réflexion, il va jusqu'au bout de sa logique, c'est un viol consenti. Parce que, selon lui, évidemment elle l'a désiré, évidemment elle l'a suivi, évidemment elle a été persuadée, évidemment elle a été séduite, mais le désir qu'elle a eu de le suivre, il était issu d'un coup de force qui avait été fait à son âme, à la résistance de son âme, à son discernement, etc., dont les défenses avaient été anesthésiées ou diminuées par la suggestion, peut-être son pouvoir hypnotique du discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir qu'elle a eu de le suivre était non pas le sien, mais ce qu'on appelle un désir aliéné. Aliénos, ça veut dire qui
qui appartient à autrui, qui est d'autrui, ça veut dire que le discours l'a tellement aliénée qu'elle a consenti à quelque chose qui était une violence faite sur elle. Alors ça va loin, si vous voulez. Parce que c'est vraiment la thèse du viol consenti. Donc, Gorgias nous dit, et ce sont ces mots un peu plus loin, on ne peut pas dire qu'Hélène a commis l'injustice, mais qu'elle a subi l'infortune. Une grande défense du pouvoir de domination du langage, de sa séduction, de sa capacité, si vous voulez, à capter, à rapter l'esprit de quelqu'un. Et on a vu les paradoxes. Le langage est une force presque parce qu'il est ténu, invisible, intangible. Comme ça, c'est ce qui le rend insidieux, capable de pénétrer les âmes. Et puis, il y a un autre paradoxe que je n'ai pas mentionné, qui est aussi dans le texte, mais qui vaut d'être mentionné, c'est que la force du langage tient aussi à nos faiblesses. Puisque le langage est fort, il le dit, Gorgias, parce que nous ignorons pour beaucoup le passé et l'avenir. C'est pour ça qu'on peut vous énoncer de fausses promesses, raconter des balivernes, vous tenir des discours fallacieux. Parce que si vous aviez la connaissance du passé et du futur, on ne pourrait pas vous mentir. Et évidemment, du fait des affects de l'être humain, on attend souvent qu'on nous dise ce qu'on a envie d'entendre. On a envie d'y croire. Alors dans cette veine, je dirais, de l'art oratoire, de l'éloquence, on a évidemment le grand enseignement de Cicéron, avec 3 dimensions de la rhétorique, les 3 grandes dimensions de la rhétorique qui sont énoncées par Cicéron dans son ouvrage De l'orateur, De Oratore, docere, moere, j'allais dire placere. Lui, il emploie le terme delectare. Ça veut dire enseigner, émouvoir, s'adresser aux affects, etc. Et aussi plaire. Il faut que le discours soit agréable à entendre. L'art oratoire est certes un art de la réflexion, de l'organisation du discours, mais c'est un art qui sait qu'on gagne l'assentiment aussi en s'adressant aux affects et aussi en ayant une beauté dans l'expression, une harmonie. Il y a des choix stylistiques différents. Je vous ai énoncé 3 grands styles de l'Antiquité. Il y a l'atticisme, qui vient d'Athènes, une éloquence qui était considérée sobre à l'époque. L'asianisme, l'Asie étant, notamment l'Asie mineure, associée à un luxe, une luxuriance d'image, un style, nous on dirait fleuri si vous voulez, qui est un style beaucoup moins sobre. Et puis, style qui vient de l'île de Rhodes, qui a été inventé sur l'île de Rhodes, le style rhodien, qui est une sorte d'intermédiaire entre les deux. Donc, il y a des choix, si vous voulez, stylistiques dans l'éloquence qui sont liés à ce qu'on appelle l'aptum. A-P-T-U-M, l'aptum. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est la convenance. Quand vous voulez gagner l'adhésion, l'assentiment d'une audience, vous devez vous adapter. C'est pas mon cas là parce que je cherche pas à vous séduire, si vous voulez, je cherche à exposer, donc c'est pas, je cherche pas un aptum, si vous voulez. Mais l'aptum, c'est ce qu'il convient, comment dirais-je, en tant que registre de langue, pour capter l'assentiment, l'adhésion, etc. Pour s'adresser à un auditoire ou une audience. C'est particulièrement important dans l'éloquence de l'Antiquité. Donc on le voit, il y a cette idée du discours séduisant, captateur. Il y a quelques grandes figures que je vais citer comme ça en passant, simplement pour les mentionner. Il y a évidemment Don Juan. Je pense non pas tant à la pièce de Molière, qui est très bien sous cet aspect, qu'à l'opéra de Mozart en 2 actes, Don Giovanni. Alors le livret de Lorenzo da Ponte, peut-être que vous connaissez cet air, il est très célèbre, là ci darem la mano, là mi dirai d'ici, là nous nous donnerons la main, là tu me diras oui. Vous savez, Don Juan, c'est une grande figure de la séduction par le discours, et qui est liée aussi à sa domination sociale, comme on dit dans la pièce de Molière, grand seigneur, méchant homme. C'est le statut aristocratique de Don Juan, de savoir manier le langage et aussi l'épée. Et Don Giovanni, dans l'opéra de Mozart, il croise un moment une procession qui est liée à un mariage qui se prépare entre Zerlina et Masetto, et Zerlina lui plaît bien. Et donc, il arrive à écarter Masetto, il commence à entreprendre, si j'ose dire, Zerlina. Et il lui dit ce qu'elle veut entendre.
Il lui promet quasiment une union nuptiale, une union matrimoniale. Par un effet de suggestion, il lui dit, tu sais, on va s'écarter, etc. Là, nous nous donnerons la main, comme comment dirais-je, dans l'échange des consentements. Et il lui dit, vous voyez, je dirais la duplicité, caractère ambivalent. Il lui dit ce qu'elle a envie d'entendre, parce que pour elle, ce serait une promotion sociale incroyable, que d'être mariée à un aristocrate, évidemment, elle qui est une paysanne à l'époque. Et il lui dit ce à quoi elle a envie de croire. Et il lui dit ce qu'il a envie, lui, qu'elle lui dise. Tu me diras oui. Donc vous voyez cette ambivalence qui est bien mise en scène, représentée dans cette partie de l'opéra de Mozart. Et puis il y a une autre grande figure de l'histoire culturelle qui est liée à la domination par le langage, par le discours. On la trouve dans la pièce Othello, le mort de Venise. Je ne peux pas revenir sur le détail de la pièce, mais Othello a le teint basané, il se marie avec Desdémone, qui est une fille d'origine patricienne dans la République de Venise. Othello a un serviteur qui s'appelle Iago. Et Iago le déteste. Alors ça arrive peut-être d'être au service de quelqu'un qu'on déteste. Je vous laisse. C'est votre appréciation. Alors les raisons de sa détestation ne sont pas tout à fait claires. Alors lui, il a un discours, Iago, selon lequel Othello pouvait le promouvoir, ne l'a pas promu, lui a préféré quelqu'un d'autre, etc. Mais les commentateurs de la pièce de Shakespeare, parfois, disent de Iago que c'est le mal pour le mal. Et Iago, ce qu'il fait par sa capacité de discours, c'est qu'il inverse la domination sociale. C'est par la domination du langage qu'il va inverser la domination sociale. C'est-à-dire lui qui n'est qu'un serviteur, il va utiliser par sa perfidie, par ses suggestions, ses allusions, la capacité qu'il a de faire naître le doute dans l'esprit d'Othello au sujet de la fidélité de sa femme. Et il va se rendre maître de son maître. Donc ici on a, si vous voulez, la représentation, comment dirais-je, d'un pouvoir de domination qui inverse les rapports de domination de classe, si vous voulez. Puisque, vous le savez peut-être, alors je vous le spoil, comme disent les anglo-saxons, je vous le divulgâche, si vous voulez. Et à la fin, évidemment, Othello finit par tuer sa femme. Parce qu'il est convaincu de son infidélité. Et on a la comparaison entre, comment dirais-je, le discours, sa nuisance et le poison. Je vous ai sélectionné 2 extraits, donc dans l'acte 3, scène 3. Déjà le mort ressent l'atteinte de mes poisons, de dangereux soupçons sont au fait des poisons véritables, qui d'abord causent à peine quelques dégoûts, mais qui, une fois en action sur le sang, l'enflamment comme une mine de soufre. Puis un autre passage que je trouve très beau, même s'il est lugubre. Va ni l'opium, ni la mandragore, ni toutes les potions assoupissantes du monde ne te rendront jamais ce doux sommeil que tu goûtais hier. Donc il met le ver dans le fruit. Donc il y a cette idée que le discours est une puissance de persuasion, mais et d'une grande force qui peut à la fois être un remède et un poison. On trouve ça un peu, si vous voulez, chez les Grecs. Pharmakon, le mot pharmakon en grec, c'est ce qui a donné à pharmacie. C'est à la fois le remède et en même temps la drogue négative, le poison. Donc on a cette idée-là. Alors je passe... Après avoir évoqué la séduction, la puissance de fascination du langage, je passe au petit b, l'art d'induire des pensées et des actes. Avec, on va le voir, quelques techniques du discours qui permettent d'assurer, de maintenir ou de proroger un état de domination sociale ou politique. Le premier point, ça va être l'apparence d'expertise. J'espère que vous aimez les experts de plateau qui vont dans les émissions. C'est toujours intéressant de les écouter. 2, l'usage des suggestions, des connotations, des associations sémantiques qui portent en elles des biais cognitifs, qui induisent, si vous voulez, l'esprit à réfléchir d'une certaine façon. Et 3, l'euphémisation, la litote, le fait de diminuer une violence sociale par le langage qu'on tient. Alors, je commence par l'apparence d'expertise. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pris
comment dirais-je, un extrait de la pièce de Molière, Le médecin malgré lui. Alors Sganarelle, qui n'est pas médecin, doit résoudre un problème de médecine qui d'ailleurs peut-être à l'époque n'aurait pas été résolu, et ne sachant pas, n'ayant pas l'art de la médecine, il se dit c'est pas grave, comme de toute façon les médecins parlent latin et qui disent à peu près n'importe quoi. Molière avait une dent contre les médecins de son époque. Je vais raconter n'importe quoi, mais en maquillant ça d'un jargon, d'une technicité de vocabulaire qui me donnera l'apparence d'une expertise, qui produira un effet de suggestion. Suggestion avec, pas suggestion, mais suggestion, un effet de subordination et d'autorité chez mes interlocuteurs. Et donc, face à Géronte, il se lance dans une explication totalement abracadabrante ou abracadabrantesque, comme disait Jacques Chirac, sur les raisons qui font que, comment dirais-je, la fille de Géronte est atteinte de surdité. Alors, je ne vous lis pas le passage entier, mais il donne une version tout à fait, comment dirais-je, délirante de l'anatomie humaine. Et puis, à la fin, il finit, pour, d'une certaine façon, clore cette démonstration de faux savoir, par dire, en disant la chose suivante. Alors, il dit, écoutez bien ceci, je vous conjure, oui, elles ont, alors il parle des vapeurs, elles ont une certaine malignité qui est causée, alors, il ne sait pas quoi dire, donc soyez attentifs s'il vous plaît, en Géronte lui dit, je le suis, qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme. Il arrive que ces vapeurs, ossasan bondus nequies nequer potarinum, quipsa milus, voilà justement ce qui fait que votre fille est muette, emballée c'est pesé. Voilà, le médecin a parlé. Alors là, les gens se disent effectivement, quelqu'un qui a un langage aussi abscon ne peut que savoir ce qu'il dit. Là, c'est quelqu'un, forcément. L'hermétisme du savoir est signe de sa grandeur. Là. Donc, le jargon, la technicité, l'hermétisme font partie de ce qui, à tort ou à raison, parce qu'il y a une technicité qui peut être tout à fait nécessaire dans certains cas, mais font partie des techniques de langage qui peuvent assurer, si vous voulez, une prédominance des sachants, de ceux qui se présentent comme tels, sur les non-sachants. Alors, j'ai mis un extrait beaucoup plus récent d'un entretien entre Noam Chomsky, qui est toujours vivant, et deux auteurs, notamment Baillargeon. Et Chomsky, dans cette citation, dit la chose suivante, finalement, il y a très peu de secteurs du savoir humain qui nécessitent du jargon, qui nécessitent une technicité outrancière de vocabulaire. Il y a peut-être la physique mathématique ou des pans très difficilement traduisibles dans un langage qui serait clair. Mais à part ça, de grands domaines de la connaissance humaine sont largement compréhensibles si on se donne la peine de les traduire en mots, je dirais, qui sont accessibles. Mais nous dit Chomsky, il y a un problème. C'est que en économie, dans les affaires sociales, en géopolitique, en fait, les experts, souvent, selon lui, je présente sa pensée là-dessus, en fait, ne savent pas grand-chose. Ne peuvent pas prévoir grand-chose ou n'ont pas un savoir aussi étendu que celui qui est censé leur faire mériter l'autorité dont ils jouissent. Alors là, il y a un problème. C'est que comment assurer son statut et son autorité? Eh bien, la technicité du vocabulaire, l'entre-soi, si vous voulez, des personnes qui possèdent ce vocabulaire, va permettre d'avoir, de produire un effet de suggestion sur les auditeurs. Vous voyez ce qu'il nous dit? Alors, Chomsky n'est pas un anti-intellectuel, c'est un linguiste de renommée mondiale. Je dirais, il n'est pas, c'est pas un anti-intellectuel, c'est un éminent professeur, intellectuel de renom. Donc, quand il écrit sur les intellectuels, il les connaît bien. Les intellectuels ont un problème. Ils doivent justifier leur existence. Je ne parle pas des ingénieurs, des physiciens, des laborantins, des chercheurs. Les intellectuels. Or, il y a peu de choses concernant le monde qui sont comprises. La plupart des choses qui sont comprises
à part peut-être certains secteurs de la physique, peuvent être exprimés à l'aide de mots très simples et dans des phrases très courtes. Mais si vous faites cela, vous ne devenez pas célèbre. Vous n'obtenez pas d'emploi. Les gens ne révèrent pas vos écrits. Il y a là un défi pour les intellectuels. Il s'agira de prendre ce qui est plutôt simple et de le faire passer pour très compliqué et très profond. Les groupes d'intellectuels interagissent comme cela. Ils se parlent entre eux et le reste du monde est supposé les admirer, les traiter avec respect, etc. Mais traduisez en langage simple ce qu'ils disent et vous trouverez bien souvent ou bien rien du tout, ou bien des truismes, c'est-à-dire des évidences, voilà, ou bien des absurdités. Voilà ce que nous dit Chomsky, qui est un intellectuel, qui a fréquenté beaucoup d'intellectuels, qui connaît bien les mœurs intellectuelles, sur le langage des intellectuels. Donc, première technique liée à une domination statutaire par le langage, la technicité, le jargon, l'hermétisme, l'obscurité des notions, si vous voulez, que vous véhiculez, et qui donne un sentiment, comment dirais-je, de détenir un savoir inaccessible pour les autres. Deuxième technique qui a été étudiée. Alors, présenter l'analyse d'Alain Beer, je ne suis pas un fervent, comment dirais-je, défenseur de la critique du capitalisme ou du libéralisme. On peut la faire, mais je prêche pas, je souhaite pas prêcher pour une école idéologique plutôt qu'une autre, mais plutôt présenter des pensées ou des critiques qui ont été faites pour donner à réfléchir et sans vouloir influencer d'une façon ou d'une autre les prises de parti politiques. Mais ce qui est intéressant dans la critique que quelqu'un comme Alain Beer, qui est l'auteur de l'ouvrage « La novlangue néolibérale, la rhétorique du fétichisme capitaliste », c'est la critique, puisque l'idéologie dominante actuelle, ça n'est plus l'idéologie marxiste, ça ne vous aura pas échappé, c'est une certaine idéologie libérale, anglo-saxonne, d'influence prédominante anglo-saxonne, et Alain Beer pointe le fait que le langage qui est tenu n'est pas neutre. Il n'est pas neutre, il porte en lui des biais cognitifs, il porte en lui des associations d'idées implicites, il porte en lui des jugements de valeur et, comment dirais-je, une façon d'agir, d'influencer à travers le discours. Alors, il y a l'exemple de la grève, je ne sais pas si parfois on écoute la télévision et on entend le fait qu'il y a une grogne sociale qui monte ou que les usagers ont été pris en otage. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Vous avez été pris en otage aussi, voilà, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Alors, ce que dit Alain Beer, c'est que bon, l'expression est imagée, on peut l'employer, il n'y a pas de souci, mais il ne faut quand même pas être la dupe, c'est-à-dire que souvent, quand il y a une grève ou un blocus, etc., il y a des revendications qui sont énoncées, qui sont, voilà, et qui ne sont pas semblables à un grognement animal qui est inarticulé. Donc, il y a une façon de décrire la chose qui, comment dirais-je, prend le parti, comment dirais-je, d'une présentation instinctive, épidermique, un mouvement d'humeur, quelque chose de l'ordre de l'animal, plutôt que quelque chose qui est de l'ordre de la revendication, de la contestation, bonne ou mauvaise d'ailleurs, hein. La question n'est pas là. De même pour la prise d'otage dans les transports, être bloqué, j'ai été longtemps parisien, je sais ce que c'est particulièrement inconfortable, mais est-ce que c'est une prise d'otage? Il y a dans la façon de décrire la situation, évidemment une association implicite avec le terrorisme, voilà, qui est là pour, comment dirais-je, inconsciemment accompagner le discours. Alors il y a tout un stock lexical, évidemment, d'une pensée, et parmi les termes qui sont, j'en ai choisi que quelques-uns, hein, qui sont intéressants, qui ne sont pas dépourvus de pertinence d'ailleurs, mais qui induisent, qui sont le reflet, si vous voulez, qui induisent certains biais cognitifs ou une certaine façon de penser la réalité sociale ou économique. Il y a la flexi-sécurité, le stock de capital humain, l'employabilité, les contraintes structurelles, le déficit de communication, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la façon même dont on va parler du problème social, dans le langage, l'ensemble des vocables qu'on va utiliser, on va introduire, si vous voulez, des associations d'idées.
la sécurité s'obtient par la flexibilité. Si vous voulez être dans un marché qui est mouvant, etc., si vous voulez une sécurité de l'emploi, il vaut mieux être flexible. Ce qui n'est peut-être pas faux en soi, mais qui crée une association d'idées à travers un vocable, un terme, qui est là pour induire, si vous voulez, une acceptation d'un ensemble d'idées auprès de ceux envers qui on communique, si vous voulez. De même pour le déficit de communication, ça arrive souvent dans les émissions alors je ne sais pas si vous regardez encore les émissions de politique ou de débat politique, parce que je croise beaucoup de personnes qui me disent que dans certains cas, elles ont cessé parfois d'écouter les débats politiques, mais à supposer même qu'ils puissent dire une grande partie, beaucoup de choses vraies dans les débats politiques. Partons de cette hypothèse magnifique. Ça arrive assez fréquemment que quand une réforme achoppe, quand elle connaît, des limites, etc., les personnes qui sont en charge ou en responsabilité disent que ça vient d'un défaut de communication, d'un défaut de pédagogie, d'un déficit de communication. C'est-à-dire qu'elles emploient, si vous voulez, l'idée qui est que c'est la transmission qui a été mauvaise. Donc, vous avez dans la façon même des responsables politiques une façon de se déresponsabiliser, à travers le langage qu'ils utilisent. Ce qui renvoie à tout un stock lexical. Donc, je vous renvoie à cet ouvrage d'Alain Beer qui est intéressant sur le sujet. Alors, je passe à la troisième technique qui peut être liée à une domination sociale ou politique et qui s'exerce à travers le langage, c'est l'euphémisation. Qu'est-ce que c'est euphémiser? C'est atténuer par le discours un élément, une chose, voire une violence qui est faite. C'est donner un tour plus lénifiant, si vous voulez, à la chose ou à la situation. Alors, l'un des auteurs qui a beaucoup réfléchi à cette question et qui est l'un des premiers sans doute à l'avoir fait, c'est George Orwell, dans son livre « La politique et la langue anglaise », Politics and the English Language, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et Orwell dit la chose suivante. Alors, il parle dans le contexte, si vous voulez, qui est pré-guerre froide. Et dans un contexte où, l'Union soviétique avait pris le pouvoir sur une grande partie de l'Europe de l'Est. Et George Orwell constate dans les discours, notamment du bloc de l'Est, mais aussi dans les discours du bloc de l'Ouest, que l'une des techniques de domination par le langage, c'est d'euphémiser la violence qui est faite, de la masquer, de la cacher, par tout un ensemble, de mots qui vont se substituer à d'autres qui seraient sans doute beaucoup plus adéquates pour décrire la situation, mais les mots qu'on leur substitue sont beaucoup plus acceptables. Alors je vous prends des exemples, vous allez me dire après si vous êtes d'accord. Un extrait de La politique et la langue anglaise. Les discours et les écrits politiques sont aujourd'hui pour l'essentiel une défense de l'indéfendable. Des faits tels que le maintien de la domination britannique en Inde. Alors évidemment, avant 1948, donc là on est dans un contexte encore de colonisation anglaise, et française d'ailleurs. Les purges et les déportations en Russie, le largage de bombes atomiques sur le Japon peuvent sans doute être défendus, mais seulement à l'aide d'arguments d'une brutalité insupportable à la plupart des gens, et qui ne cadrent pas avec les buts affichés des partis politiques. Le langage politique doit donc principalement consister en euphémisme, pétition de principe et imprécision nébuleuse. Une pétition de principe, c'est quand on suppose une chose qu'on doit démontrer. Il va de soi que, etc. On parle du principe. Alors, je vous propose, alors c'est pas de moi justement, je l'ai trouvé dans le livre de Nicolas Baillargeon, que j'ai cité tout à l'heure dans l'entretien avec Chomsky. Vous savez, il y avait deux auteurs, dont Nicolas Norman Baillargeon, qui a écrit Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage, Petit cours d'autodéfense intellectuelle, qui est apparu en 2005, c'est aux éditions Luxe. Et il propose un tableau, alors je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas, mais c'est à titre d'exemple pour montrer un langage qui pourrait être employé et sa traduction euphémisée qui va être employée dans les médias.
Donc à gauche, vous avez le langage euphémisé, et à droite, vous avez la traduction possible, je dirais, de la réalité dans sa brutalité. Des pertes collatérales dans une guerre. Il y a parfois des pertes collatérales. Ah oui. Il y a un film d'ailleurs avec Tom Cruise, Collatéral, je sais pas si vous voulez, qui est là pour nommer la mort des civils. Hein. Un centre de pacification permet de nommer un centre de concentration de population, dans certains cas. Alors il prend un exemple d'un discours de Reagan en 1983, à propos de l'envahissement de la Grenade, les forces de maintien de la paix aux Caraïbes. Qui ne veut pas les forces de maintien de la paix aux Caraïbes? Personne. Bon. Mais effectivement, la réalité concrète, ce qui pourrait être dit d'ailleurs au public américain, c'est l'armée, la marine et les forces de l'air américaines envahissent la Grenade. C'est la réalité factuelle qui pourrait être énoncée. Alors l'opération Tempête du désert, vous en souvenez, Desert Storm, c'était la guerre contre l'Irak. Et Bill Clinton, donc un extrait d'un de ses discours, effort pour soulager une mission de compassion. Ah, je pense que tout le monde est d'accord. Une mission de compassion, évidemment, c'est l'entrée des troupes américaines en Somalie. Pareil, une incursion pour une invasion, une frappe chirurgicale. Alors Baillargeon, il est assez caustique. Hein. Il dit un bombardement qu'on espère précis en raison de la proximité de civils. Donc, il y a d'autres exemples. Donc, troisième technique de domination par le langage, on a vu le jargon, la technicité du vocabulaire qui produit un effet d'hermétisme et de suggestion chez l'auditoire, d'autorité, si l'on peut dire. Deux, l'ensemble des biais cognitifs inclus dans un stock de vocabulaire qu'on emploie, qui devient courant et qui façonne la façon dont les gens parlent, s'expriment et identifient les situations. Et trois, ici, l'euphémisation pour masquer une violence politique, sociale ou militaire, liée peut-être à des guerres impériales, dans le cas des États-Unis, voilà, qui peuvent se défendre, mais qui ne se défendent pas avec une exposition factuelle de la situation, si vous voulez. Alors, je vous ai pris d'autres exemples pour illustrer les éléments de communication politique. Je vous ai pris un exemple dont vous vous souvenez peut-être, il avait défrayé la chronique, c'est Christine Lagarde, avant qu'elle ne soit directrice du FMI, avant qu'elle ne soit directrice de la Banque Centrale Européenne. Elle avait été ministre de l'économie et des finances sous Nicolas Sarkozy. Et en 2008, elle avait évoqué le risque d'une croissance négative. Le risque d'une croissance négative à l'automne pour le deuxième trimestre consécutif est désormais réel. On passe donc à notre petit C, dernier point donc de cette partie. Et on aura le temps donc de commencer la deuxième partie au moins. Je vais faire très vite pour dégager du temps d'échange avec vous à la fin. L'idéologie dominante et son langage. Bon, il y a une célèbre formule de Marx et Engels dans l'idéologie allemande qui disent finalement la pensée dominante d'une société, c'est toujours la pensée de la classe dominante. Parce que c'est la classe dominante qui possède les moyens de production, c'est la classe dominante qui produit l'intelligentsia, c'est la classe dominante qui impose sa vision du monde, sa façon de parler. Pour les marxistes, on a toujours la morale de ses intérêts. C'est pour ça qu'avec les époques et les temps, la morale change, si vous voulez, ou la vision du monde change, parce qu'elle répond à un rapport au monde, une manière de produire, les richesses, les biens, les services, qui est différente à travers le temps et les intérêts sont eux-mêmes différents. Alors, il y a un auteur qui a beaucoup réfléchi sur le rapport entre la domination d'une idéologie et la domination par le langage, c'est, je vous l'ai déjà cité, George Orwell. Et George Orwell, il publie un célèbre roman en 1948 qui est 1984. Dans ce roman, que je ne peux pas résumer parce que ça prendrait un petit temps, George Orwell passe en revue différents moyens de contrôler une population, de la dominer.
Le moyen le plus simple, enfin, le plus primaire, le plus rudimentaire, c'est la surveillance, la répression. Ou la surveillance de tous par tous. On peut tous se dénoncer les uns les autres aussi, ça c'est pas mal. La recherche du traître ou de l'hétérodoxe au sein d'un groupe ou d'une communauté. Deuxième moyen, c'est l'inhibition. C'est quand l'individu a intégré la censure et s'auto-censure, s'interdit à lui-même de faire certaines choses, de désirer, de penser même certaines choses, parce que c'est interdit. Troisième moyen de contrôler, c'est l'inconscience. C'est le stade ultime du contrôle d'une population. C'est quand vous avez réduit la capacité d'une population à penser sa vie, sa réalité, la situation qui l'entoure. Et dans ce roman 1984, cette domination ultime, terminale, est opérée par une réforme du dictionnaire, qui est liée à la novlangue. Vous savez, cette nouvelle langue qui doit jaillir de la réforme du dictionnaire. Alors il y a un dialogue qui est assez célèbre entre un personnage qui est Winston et un autre qui s'appelle Sim. Et Sim, il participe à la réforme du dictionnaire. À un moment, il dit à Winston à la cantine, on est en train de traduire Shakespeare et Chaucer, qui est un poète anglais célèbre, et on le traduit dans la novlangue. Et le langage devient de plus en plus restreint. Non, mais il dit, mais on n'a pas besoin de tous les superlatifs merveilleux, extraordinaires, formidables, etc., grandioses. Il vaut mieux bon, double plus bon. C'est mieux. Ou mauvais, c'est un bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la ligne du parti et la déviance. Bon, un bon. Et la conscience humaine se réduit au fur et à mesure que son langage se réduit, si vous voulez. Sa capacité à analyser, à décrire les situations, à employer des nuances, le dégradé, le camailleux de toutes les nuances qui font qu'on peut penser, si vous voulez, toutes les zones grises de la vie. Quelques formules particulièrement emblématiques de ce roman. À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée. Oui, on peut être un criminel de la pensée parce qu'on pense quelque chose qui n'est pas autorisé. Ça fait de vous, de quelqu'un, un criminel de la pensée. À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. On ne pourra même plus avoir une idée, si vous voulez, hétérodoxe. Il n'y aura même plus de mots pour penser la chose qui n'est pas la ligne du parti. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. L'orthodoxie, c'est l'inconscience. Donc là, on est dans une domination, si vous voulez, aboutie d'une population à travers la réduction de son langage. Des moyens qui sont mis à sa disposition pour penser, s'exprimer, s'émouvoir, faire retour sur le passé, se nourrir du passé. Ben oui, parce que si vous lisez Shakespeare, Chaucer, etc., vous vous replongez dans une société qui n'était pas la vôtre. Tout d'un coup, vous pouvez être un petit peu, comment dirais-je, alerté par le fait que ce que vous pensez être la liberté pour vous, ça n'est pas la même chose que les autres ont vécu comme leur liberté. Tout d'un coup, avoir un doute. Est-ce que je suis vraiment un individu libre, par exemple? Est-ce que ma société, finalement, c'est la bonne organisation? Mais ce doute est supprimé si, d'une certaine façon, vous ne replongez plus dans le passé ou si le passé est retraduit dans un langage minimaliste qui le rend directement accessible avec des mots qui sont non pas une bonne vulgarisation, mais une simplification de la conscience humaine. Alors, ça, c'est cette première partie que je voulais faire sur le langage comme pouvoir de persuasion, comme pouvoir comment dirais-je, d'envoûtement, comme ensemble de techniques destinées à dominer sur le plan social, politique ou militaire, et aussi comme trésor qu'il convient comment dirais-je, de valoriser, le langage ou la langue, puisque on atteint, comment dirais-je, à la capacité critique ou à l'humanité d'une population en atteignant à ses ressources, comment dirais-je, linguistiques. Deuxième partie, peut-être que c'est le langage qui nous domine. Là, on a vu la domination, le jeu de la domination au sein des sociétés humaines en utilisant le langage comme un outil, comme un instrument. Peut-être que c'est le langage lui-même qui a une autonomie et qui nous domine, nous. Ça, c'est quand même, vous allez me dire, c'est un peu fort de café de dire ça peut-être, puisque
Le langage est censé, c'est ma première partie, être un instrument, un outil qui est à notre disposition, qu'on utilise, qu'on manie pour exercer une domination sur quelqu'un. Comment les êtres humains eux-mêmes pourraient-ils être dominés par le langage que pourtant ils emploient ou qu'ils croient posséder? Parce qu'on dit souvent de quelqu'un qu'il possède ou pas le langage. Alors je commence par cette célèbre formule de Roland Barthes au sujet du langage, de la performance du langage qui est la langue. Roland Barthes, donc, dans sa leçon inaugurale de la chaire de sémiologie, la sémiologie c'est l'étude des signes, sémiologie littéraire du Collège de France, donc en janvier 1977, qui est en ligne d'ailleurs, vous pouvez la trouver sur YouTube, dit la chose suivante. Elle a été publiée d'ailleurs en 78, si mes souvenirs sont bons, l'année suivante, à vérifier. En tout cas, elle a été publiée. La langue, comme performance de tout langage, comme acte, pourrait-on dire, de tout langage. La langue n'est ni réactionnaire, ni progressiste. Alors là, je sais que ça va aussi poser un certain problème, parce qu'il y a des façons de modifier la langue en ce moment pour être progressiste. Alors, je m'oppose. Je ne fais pas de plaidoirie personnelle. Je vous dis simplement la pensée de Barthes à ce sujet, qui n'est pas politiquement correct non plus là-dessus. N'est ni réactionnaire ni progressiste. Elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas de dire, c'est d'obliger à dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fascisme, pour Barthes, cet, comment dirais-je, ordre autoritaire coercitif, contraignant, ne repose pas sur le fait de faire parler quelqu'un comme on fait parler un témoin ou un dissident, mais dans le fait, quelqu'un qui ne veut pas parler, si vous voulez pas, ne repose pas, je reformule les choses parce que je me suis contredit, ne repose pas dans le fait d'empêcher un dissident ou quelqu'un de parler, mais plutôt d'obliger à parler, comme quand on a un témoin qu'on veut faire parler, ou un dissident qu'on veut faire parler. C'est l'obligation de dire qui est fasciste, pas le bâillon, si vous voulez. Cette idée-là a été reprise plus tard par Laurent Nunez dans un livre qui s'appelle « Les écrivains contre l'écriture ». Et il dit bien la chose suivante, c'est qu'un écrivain qui voudrait s'émanciper du langage, qui est un code social, impersonnel, qui n'a pas décidé, ne pourrait pas être compris. Donc, un écrivain ou toute personne qui parle reçoit d'abord un code qu'il n'a pas décidé, qui est la langue. Et après, il ou elle en fait ce qu'il ou elle peut, si vous voulez. Alors, on peut se dire que c'est une expression outrancière. Que veut dire Sartre? Pardon, que veut dire Barthes? J'ai pris quelques exemples. Barthes, il fait référence à ce qu'il appelle l'ordre. Le langage est un ordre. Alors il dit bien, l'ordre c'est à la fois une façon de classer les choses, d'ordonner, si vous voulez, les mots, et recevoir un ordre, c'est aussi y obéir. Donc le langage, la langue, ordonne notre façon de dire le monde et de penser à nous-mêmes. Il prend plusieurs exemples dans sa conférence inaugurale. Il prend le fait qu'en français, on est obligé de choisir un registre de langue entre de vouvoyer ou de tutoyer la personne. On n'a pas le choix de rester ambigu. C'est comme ça. On voudrait peut-être, c'est pas possible. Il faut choisir. Notre langue, par ailleurs, qui est une langue latine, elle est sexuée. Il y a une sexuation symbolique. Il y a des mots masculins, il y a des mots féminins, il n'y a pas de neutre. C'est comme ça. Alors, il y a un substitut de neutre qui a fait beaucoup jaser ces dernières années, notamment pour désigner un groupe, le neutre pluriel, pardon, le neutre qui est au pluriel, comment dirais-je, est désigné ou est substitué par le masculin pluriel. Mais il n'y a pas de neutre en français. Pareil, on voudrait peut-être qu'il existe un neutre, il n'y en a pas. C'est comme ça. Autre exemple pris par Barthes, le fait qu'en français, le sujet précède le verbe et son action. Je suis, je fais, etc.
dans les énoncés, si vous voulez, qui ne sont pas interrogatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de se poser comme un sujet dont l'action est la conséquence. Je suis venu, j'irai te voir, je suis convaincu, je pense ceci, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est obligé de penser que notre action, ce qu'on fait, est la conséquence ou la consécution de ce que l'on est. Mais il y a plein de langues où c'est pas comme ça, si vous voulez. Il y a beaucoup de langues aussi où le verbe être n'existe pas. Alors pour nous, effectivement, notre structure mentale, c'est à travers la dichotomie avoir et être. Je vais en redire quelques mots. Elle est un peu trompeuse d'ailleurs. Mais il y a des langues où cette dichotomie n'est pas posée comme ça. Il y a ce que l'on est et ce qu'on possède. Il y a aussi une structuration du temps qui est permise par la grammaire, par l'ensemble des temps qui sont disponibles pour nous. On peut s'exprimer au futur antérieur, on peut dire quand j'aurai terminé ma journée, j'irai me coucher. Vous voyez ? Mais ce sont des structures de rapport à la temporalité qui n'existent pas dans toutes les langues. Donc, Barthes nous dit, on ne décide pas du code social qu'est la langue. Cette langue, on la reçoit, on fait avec et elle induit des façons de dire, de s'exprimer, de penser. Il y a une autre expression de Barthes qui est intéressante, qui est la suivante. Le langage est pour l'homme un véritable milieu biologique, ce dans quoi et par quoi il vit, ce qui l'entoure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la langue est comme, pour nous, l'atmosphère qu'on respire. C'est-à-dire dès qu'on pense, dès qu'on s'exprime, dès qu'on communique, dès qu'on est dans un univers social, dès qu'on s'analyse, etc., on le fait explicitement ou implicitement avec la langue et ses ressources. Et donc avec ses biais, et donc avec sa grammaire, et donc avec ses contraintes, et donc avec son ordre. Et la langue elle-même, elle est jugée policée ou non policée. Et donc elle est, pour Barthes, policière, d'une certaine façon. Donc voilà ce que nous dit Barthes, c'est-à-dire que le langage est un code dont la parole ou l'expression singulière qui est la nôtre n'est qu'une variation individuelle, mais une variation sur un code impersonnel, social, et dont nous n'avons pas fabriqué les règles et avec lesquelles nous essayons de penser le monde. Je prends quelques exemples. J'ai parlé de la distinction entre avoir et être. Il y a ce que l'on est et ce que l'on a. En tout cas, c'est comme ça qu'on pense souvent en français. Je ne suis pas ce que je possède, etc. Mais quand on regarde... alors déjà, cette distinction n'existe pas telle qu'elle dans toutes les langues, mais en outre, nous avons une façon d'utiliser le verbe « avoir » en français qui est tout à fait particulière et qui en fait est très problématique pour les linguistes. C'est notamment Benveniste, le célèbre linguiste, qui s'était penché sur ce paradoxe. Si je vous dis les phrases suivantes. Il a 40 ans. Elle a beaucoup de qualités. Elle a les cheveux gris. C'est une possession, ça? C'est un avoir? C'est une détention? Non. C'est plutôt un verbe d'état. Il est d'un âge de 40 ans. Elle est dotée de beaucoup de qualités. Elle est dotée de cheveux gris, parce qu'elle a, je ne sais pas si elle les possède, il se trouve que parmi ses caractéristiques, il y a le fait d'avoir des cheveux gris ou grisonnants. Donc Benveniste note que le verbe avoir en français est tout sauf clair. Pourtant, nous l'employons aisément pour dire des choses qui sont, homonymes d'une possession. Puisqu'à cela mis à part, on va dire « elle a une belle voiture ». Vous voyez ? Il y a aussi, je prends un autre exemple peut-être plus commun qui a été beaucoup étudié par le grand historien des couleurs Michel Pastoureau. Si je demande, je prends une personne, je vous avise vous madame, sur vous, si je vous demande quelle est votre couleur préférée, c'est le bleu. Alors c'est la couleur préférée de l'écrasante majorité des personnes en Europe. Oui, c'est la couleur qui je crois que c'est le bleu, puis après c'est le vert qui est beaucoup aimé. Alors, ça a beaucoup changé à travers l'histoire. Par exemple, les latins n'aimaient pas le bleu, les grecs non plus.
pour des raisons qui sont à la fois techniques, parce qu'ils réalisaient mal les teintures bleues, et puis parce que c'était les Germains qui portaient du bleu, et entre les Romains et les Germains, ça se passait pas très bien. Donc le bleu... Alors en revanche, ils aimaient beaucoup le rouge. Hein, c'est pour ça que quand ils décrivent le ciel, souvent le ciel n'est pas bleu pour eux, hein, très peu. Je ne sais pas si vous voyez le ciel bleu, vous, mais... Bon. Eh bien, c'est lié un peu à votre langage, hein, à ce qu'on a dit sur le ciel, etc. C'est pour ça que vous le voyez un peu bleu. Parce qu'eux ne le voyaient pas bleu. À tel point d'ailleurs que certains historiens s'étaient demandé s'il n'y avait pas génétiquement un problème chez ces peuples du fait qu'ils n'auraient pas vu le bleu. Voilà. Alors, pourquoi je vous ai posé cette question ? Bien parce que cette question n'aurait pas pu vous la poser dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, ou même à la Renaissance, à peine. Pourquoi ? Parce qu'on n'utilisait pas les couleurs comme des substantifs. Hein, le bleu, ça n'existait pas. Le rouge, les couleurs, elles étaient adjectivées. Elles n'étaient jamais substantivées. On ne parlait jamais émotionnellement d'une couleur qu'on substantivait. Vous ne pouvez pas dire « ma couleur préférée, c'est le noir », qui d'ailleurs maintenant n'est plus une couleur, puisque vous savez que quand Newton a décomposé par son prisme les couleurs de l'arc-en-ciel, ce qu'on appelle les couleurs de l'arc-en-ciel, il n'y avait pas le blanc et le noir, alors on a dit que ce n'était pas des couleurs. C'est Michel Pastoureau qui dit « s'il y a bien des couleurs, c'est quand même le blanc et le noir », enfin bon, pour ceux qui font de la peinture, mais bon, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas considéré comme des couleurs. Il y a ça de côté. Donc, vous voyez que dans la façon dont on parle, dont on exprime ses émotions, ses goûts, ses prédilections, il y a tout un ensemble de choses qui sont véhiculées par le langage. De même, l'ordre de la parenté, hein, Jacques Lacan a beaucoup insisté là-dessus, père, mère, fils, fille. Jacques Lacan dit, mais déjà dans l'énonciation, si vous voulez, de la parenté, il y a déjà l'interdit de l'inceste. Le fils ne va pas avec la mère, la fille ne va pas avec le père. Il y a une asymétrie, où il y a si vous voulez, entre le couple père-mère ou parents maintenant, si vous voulez. D'ailleurs, on a changé le nom, parce que, on peut dire, évidemment, s'il y a deux pères, il manque une mère, ou s'il y a deux mères, il manque un père, donc deux parents, si vous voulez. Et les enfants, il y a, si vous voulez, un ordre de la parenté, c'est-à-dire un interdit implicite. Mais il y a des cultures où le mot père n'existe pas. Il y a des cultures... C'est la plupart des cultures primitives ou des cultures premières, comme on dit maintenant, même la notion de père n'a pas de sens. Hein, le fondement de la culture et de la famille, c'est toujours la mère. Hein, on le sait en anthropologie. Il y a des sociétés où il n'y a pas de père. Pourquoi ? Parce que dans les sociétés premières ou primitives, la procréation, elle est faite par des esprits. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails trop prosaïques, mais le compagnon de la femme, il a pour but d'ouvrir les voies génitales, et c'est toujours un esprit des ancêtres qui vient féconder la femme. Donc il n'y a pas de père. Ça n'a pas de sens, si vous voulez. Donc, vous voyez bien que dans la façon de parler, alors il y a comment dirais-je, il y a un mari, il y a un compagnon, mais ce n'est pas ce que nous on appelle un père, si vous voulez. Donc vous voyez, ça pose beaucoup de problèmes. Donc dans ce qu'on croit être une évidence dite par le langage, il y a une induction d'un schéma de pensée. Alors ça va très loin, il y a des choses sur lesquelles je ne pourrais pas m'étendre, et puis je vais devoir m'arrêter aussi, parce que j'ai promis de m'arrêter. Il y a une controverse célèbre, quand on raisonne sur les grandes catégories de la pensée humaine, Aristote essaie de dénoncer les grandes catégories de la pensée humaine, il y a une célèbre querelle qui est la question de savoir si ce n'est pas simplement en tant que grec qui s'exprime, avec un langage grec, et il pense trouver quelque chose d'universel, et puis finalement il ne fait que généraliser ce qui est propre à son idiome, si vous voulez. Alors voilà, je suis obligé de m'arrêter là, on aurait pu passer au C, mais je crois que voilà, il vaut mieux s'arrêter pour un temps d'échange. Merci de votre attention. Merci à vous. Ah bon ? Alors, ce n'était pas un plaidoyer pro domo, hein, ce n'était pas pour défendre cette idée comme étant une idée personnelle. C'était pour exposer la façon dont le langage peut être à la fois un instrument de domination, mais aussi dont certains auteurs ont pensé que le langage, ses structures, sa grammaire, etc., dominent l'être humain. Et vous voyez, il y a même, on a pu terminer sur cette notion d'Heidegger, c'est pas l'être humain qui parle le langage, c'est le langage qui le parle. C'est-à-dire qu'il va dire une grande partie de ce qu'il veut, l'être humain, de ce qu'il croit vouloir, ou de ce qu'il veut dire, mais il va le faire à travers, comment dirais-je, un langage qui lui préexiste et qui détermine beaucoup de ce qu'il va pouvoir penser, exprimer, en fait. Oui, donc vous avez raison. De toute façon, alors il n'y a point de pire sourd que celui qui ne veut entendre, hein, comme le dit Molière dans l'une de ses pièces. Et donc, on peut déjà entendre ou pas
ce que l'autre veut dire, et puis après, dans un discours, on peut entendre différentes choses, ou être sensible à différentes choses, ou recevoir un vocable différemment. C'est vrai que là, je m'étais amusé parce que je m'étais dit, j'avais fait un procès d'intention en fait. Je m'étais dit que c'était la volonté de maquiller une absence de croissance par la réalité du mot croissance, tout en lui accolant l'idée de nullité. C'était ça que j'avais... Mais effectivement, on peut l'entendre différemment. Vous pensiez à Socrate ? Oui. Alors moi, j'ai beaucoup pensé à l'apologie de Socrate. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Platon où il présente la défense que Socrate fait lors de son procès. Puisque Socrate avait été accusé pour des motifs qui étaient la corruption de la jeunesse et l'introduction de faux dieux dans la cité. Alors c'est vrai que Socrate avait une vue, iconoclaste du divin. Il pensait que, il avait sans doute une grande distance vis-à-vis de la mythologie des Grecs. Mais les raisons de son procès étaient politiques. Et dans l'apologie de Socrate, Platon lui rend hommage, et la première phrase que Socrate prononce, il la prononce au début de sa défense, et après avoir entendu les plaidoiries adverses, qui sont des plaidoiries sophistiques, dans l'idée de Platon. Et Socrate commence en disant, presque textuellement, j'ai fait peut-être une erreur dans la citation, l'effet qu'ont fait sur vous ces discours, je l'ignore, mais pour moi, j'ai presque oublié qui je suis. C'est-à-dire que, en plaidant contre lui, il a trouvé, il s'en amuse, si convaincantes ou si persuasives ces plaidoiries qu'il est presque convaincu d'une culpabilité qui est la sienne, alors que, évidemment, il se trouve, de son propre point de vue, innocent. Donc il y a cette idée-là. Et Socrate, il a un usage du langage qui est un usage, je dirais, qui ne cherche pas la séduction ou l'envoûtement. On le voit dans les dialogues de Platon. Il y a deux écueils pour lui. Il y a un écueil qui est celui du sophisme, de la volonté de séduire par le discours pour imposer un rapport de domination. Puis un autre écueil qu'il respecte beaucoup, mais dont il ne se réclame pas, qui est l'envoûtement du discours poétique. Il le dit à un moment dans l'un de ses dialogues, c'est assez beau. Il dit le Dieu a comme une puissance magnétique, et la personne qui chante son hymne est comme, si vous voulez, un premier anneau de fer qui est aimanté par le Dieu et qui transmet son pouvoir d'attraction magnétique. Et à l'époque où les hymnes, si vous voulez, étaient chantés, les gens dansaient. Et il rentrait dans ce cercle magnétique de l'attraction du Dieu. Et la beauté poétique du discours est divine. Et il considère, Socrate, que les poètes disent des choses si belles qu'elles sont inspirées par les dieux. Mais il dit ça, c'est un envoûtement qui est lié au divin, et la philosophie, elle cherche, elle, plutôt la sobriété. Donc, je dirais que voilà, le leitmotiv de Socrate, c'est un discours d'analyse sobre qui essaie d'éviter l'ivresse poétique, et de l'autre côté, la sophistique mensongère. C'est un peu ça. Ah, on est dominé par l'image. Mais alors, Roland Barthes serait très content parce qu'en fait, lui, en tant que sémiologue et analyste des signes, il y a la sémiologie littéraire, les signes écrits ou graphiques du langage, qui par ailleurs peut être parlé ou gestuel, mais il y a aussi l'ensemble des signes qui sont dans les images. Et je n'ai pas cité la belle formule de Françoise Dolto, tout est langage. Nous sommes dominés par les images, mais c'est aussi une domination par le langage implicite. Il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées. Il y a, vous savez très bien, il y a un ensemble de signes qui sont dans les images et qui véhiculent une pensée, même si ce n'est pas par des mots, etc. Donc effectivement, on est plutôt dans un monde de l'image, mais qui reste un monde de signes et donc un monde de langage. C'est un peu le distinguo que je ferais.